Ce n'est pas seulement parce qu'Israël est complètement dépendant des États-Unis, mais c'est aussi parce qu'Israël on ne peut pas dire domine, c'est trop fort, mais Israël exerce une influence certaine aux États-Unis à travers des lobbies pro-israéliens, non seulement juifs, mais aussi chrétiens et évangélistes. Ces derniers constituent un très puissant lobby. Aucun gouvernement, congrès, ni même la Maison-Blanche ne peut faire quoi que ce soit contre la vie d'Israël. Les évangéliques, vous le savez, ce sont ces protestants qui croient à la véracité littérale de la Bible et qui vivent leur foi comme une renaissance. Ils sont quelques 40 millions aux États-Unis. Ils avaient appelé à voter massivement pour George Bush. Eh bien, ils souhaitent maintenant en être récompensés. Un électeur sur 2 du président est un de ces chrétiens fondamentalistes et ça donne à ce courant de la société américaine, une quarantaine de millions de personnes, un sacré pouvoir. Nous avons une influence maximale aujourd'hui. Je préfère le mot influence à celui de pouvoir, car nous ne pouvons réellement dire à Bush ce qu'il doit faire, mais il doit nous écouter. Cette idéologie chrétienne, c'est drôle car, à la base, c'est une idéologie antisémite. Que dit-elle ? Afin que le Christ puisse revenir, les Juifs doivent être rassemblés en Palestine. Si tous les Juifs retournent en Palestine, Jésus-Christ reviendra. Tous les Juifs devront alors se convertir au christianisme. Et ceux qui refusent seront détruits dans la bataille d'Armageddon. Armageddon existe en Israël. C'est Megiddo. Dire que les Juifs doivent se convertir au christianisme ou disparaître, c'est antisémite. Mais le gouvernement de droite d'Israël est très rationnel sur ce point. Ses dirigeants disent, aussi longtemps que les évangélistes nous soutiennent aujourd'hui, cela nous suffit. Cette communauté nous apporte un soutien considérable, basé sur une idéologie, une théologie, ce qui fait que ce soutien ne s'arrêtera pas de sitôt. Un autre élément, ce sont les néoconservateurs qui, alors eux, plus à court terme, représentent un problème. Ils sont pour la plupart juifs, intellectuels, juifs, dont l'idéologie est proche de l'extrême droite. Et ils sont très liés à des éléments d'extrême droite en Israël. They are what I call neocons, Zioncons. Je les appelle des néoconservateurs, les sionistes conservateurs. Ils sont très puissants au sein du gouvernement états-unien. Le numéro 2 et le numéro 3 du Pentagone ont été reconnus comme des sionistes fanatiques qui ont fourni des documents à l'État d'Israël. Dans les années 80, des gens comme Wolfowitz, Perl, Elliot Abrams, spécialiste du Moyen-Orient au Conseil de sécurité, Richard Perl, Rubin,
Jonathan Polak, William Cohen, tous se trouvaient à des postes extrêmement importants du gouvernement. Ce sont des militaristes civils avec une spécificité dans leur programme. Façonner le Moyen-Orient et des politiques visant l'expansion de la puissance d'Israël et la destruction de ses adversaires comme l'Irak, l'Iran, la Syrie. Ce n'est pas une coïncidence si ces pays sont fortement critiques d'Israël et soutiennent les Palestiniens. L'American Enterprise Institute est l'un des instituts politiques les plus influents auprès de George Bush. Danielle Pletka, sa directrice, raconte avec un enthousiasme débordant le voyage qu'elle vient d'effectuer à Bagdad. Il y a des femmes qui sortent le soir sans être accompagnées par des hommes, il y a des gens partout dans les rues, même en dehors des centres-villes. Les magasins sont ouverts partout, les restaurants sont ouverts partout. Franchement, ça n'a rien à voir avec ce qui est décrit à la télé ou dans les journaux. Et moi, j'ai l'impression que les journalistes ne sont pas allés dans le même pays que moi. Danielle Pletka et les gens de l'AEI sont des néoconservateurs. Bien avant les attentats du 11 septembre, ils militaient déjà pour que les États-Unis interviennent militairement en Irak pour y installer un régime pro-américain. Le 11 septembre leur a servi de prétexte. I'm very seriously worried about some of the attitudes that have been stoked by neoconservatives. Je suis très inquiet par l'attitude encouragée par les néoconservateurs et au-delà. Cela a été initialement utilisé comme excuse pour s'octroyer des ressources, et en particulier le pétrole. Mais je crois que cela va au-delà de l'islamophobie, qui prend des proportions inattendues. Ces idées sont reprises par les médias et la culture populaire aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs. Et pour moi, elles sont dangereuses et font peur. Vous avez mis en lumière le rôle de la CIA dans l'organisation d'attentats, spécialement dans celui du 11 septembre 2001. La première question que l'on doit se poser est à qui profite le crime, à qui profite l'attentat terroriste? La chose intéressante, c'est que tous ces attentats dont nous sommes témoins portent préjudice au monde musulman et légitiment par la même occasion le soi-disant droit au programme d'action des États-Unis. Ce New American Century Project, défini par l'administration américaine, lui permet d'intervenir partout où elle veut. En règle générale, à côté des puits de pétrole où elle installe ses équipements militaires. Se pose de fait naturellement la question, qui était réellement derrière l'attentat du 11 septembre? Et là on découvre que les 19 musulmans ne pouvaient en aucun cas l'être, car ils ne savaient pas conduire des avions, que les tours ont implosé très vraisemblablement au moyen d'explosifs, que la propagande s'est mise en route immédiatement, c'est-à-dire quelques heures après l'attentat, contre Oussama Ben Laden, Al-Qaïda, et ensuite contre l'Afghanistan et l'Irak, accusés de soutenir le terrorisme malgré les preuves du contraire. L'Irak n'a jamais soutenu le terrorisme. Ainsi, nous découvrons qu'une force inouïe est mise en œuvre pour exploiter cet événement afin de justifier le droit d'intervention contre le terrorisme partout dans le monde. Souvenez-vous que l'administration états-unienne a déclaré qu'elle est entrée dans une 4e guerre mondiale qui va probablement durer plus d'une génération. Nous pouvons constater qu'il s'agit d'un projet prévu sur le long terme, mené avec un sérieux imperturbable. Ceci est une menace pour nous tous.
cataclysme qui va précipiter les États-Unis dans une guerre qui n'est à ce jour toujours pas terminée. J'ai travaillé dans plusieurs commissions du Parlement et dans l'année dernière, j'ai travaillé toute l'année sur la question de la commission sur les vols secrets de la CIA en Europe et des prisons secrètes. J'ai publié un livre, comme j'ai travaillé là-bas parce que j'étais membre de la commission d'enquête officielle du Parlement, commission spéciale temporaire qui a été formée spécifiquement pour étudier le travail de la CIA après l'11 de septembre. Et, il y avait beaucoup de députés qui ont vu les documents, qui ont lu les journaux et qui ont compris qu'il y avait une chose très grave, c'est-à-dire que l'Union européenne, en tant que telle, défend les droits humains et après on découvre qu'à l'intérieur du territoire de l'Europe, avec la conscience du gouvernement européen et des services secrets européens, on a violé tous les fondamentaux des droits humains que l'Europe considère comme sa bandière, on veut dire, son orgueil et même le moment de fondation. Selon le Washington Post, ces prisons secrètes appelées sites noirs auraient été mises sur pied par la CIA dans l'urgence après les attentats du 11 septembre pour pouvoir y interroger en toute tranquillité les prisonniers. La CIA reste muette aujourd'hui et la Maison-Blanche est très embarrassée. Stephen Hedley, le conseiller de George Bush pour la sécurité, n'a pas nié l'existence de telles prisons ultra secrètes. Il a même souligné que les détenus n'y étaient pas torturés. 15 000 suspects seraient actuellement détenus par les Américains à travers le monde dans des prisons hors la loi, au nom de la lutte antiterroriste. Soupçonnés d'activités terroristes, incarcérés depuis plus de 2 ans, privés d'avocats, les détenus de Guantanamo risquent la cour martiale. Depuis octobre 2001, les gens qui sont au pouvoir aux États-Unis ont fait avaliser par le Conseil Atlantique, donc avec l'autorisation des États membres de l'OTAN, ces opérations dans les pays européens. C'est-à-dire que nous avons collectivement renoncé à une part fondamentale de notre souveraineté, puisque notre code pénal, nos codes de procédure, les garanties que nous offrons aux justiciables, tout cela, nous l'avons abandonné dans les mains des États-Unis. Alors c'est évident que les services secrets de l'Europe entière sont, avec quelques exceptions, mais la plupart sont directement de dépendance de la CIA. Le service secret italien travaille pour la CIA, le service secret allemand travaille pour la CIA, tous les autres, et spécialement les services secrets de l'Europe de l'Est, de l'ancienne Europe de l'Est, de la Bulgarie, de la Roumanie, des pays baltes, de la Pologne, évidemment. Ils travaillent. Ils n'ont pas même la possibilité de se défendre, parce que la CIA est capable d'être partout. Elle est une puissante organisation, est une alliée dans l'OTAN. Donc c'est évident que l'ordre vient de Washington, de Langley, et ils sont exécutés très fidèlement.